Philippe Girard, bonjour et merci de nous accorder cet entretien dans le cadre du séminaire de l'ANRAT que nous menons cet été à l'occasion de la sortie du DVD de la captation du soulier de satin, mise en scène par Antoine Vitesse en 87, qui est une version intégrale que nous croiserons dans le cadre du séminaire avec celle d'Olivier Py, d'abord en 2003, puis en reprise en 2009. Cet entretien inaugure une série de rencontres, de témoins, d'acteurs, etc., que nous menons en compagnie de Jeanne Vitesse, qui a tenu plusieurs rôles et plusieurs postes dans le soulier de 87, qui est à l'origine de la création de l'association des amis d'Antoine Vitesse et qui a œuvré plusieurs années auprès de l'INA, avec l'aide précieuse de Marie-Victoire Nantais et la société Paul Claudel, pour la sortie de ce fameux DVD. Alors Philippe Girard, votre parcours est au cœur des centres d'intérêt de notre séminaire, puisque vous êtes à la fois vitésien, formé à l'école de Chaillot, très attaché aux mises en scène d'Olivier Py, dans un compagnonnage d'une quinzaine de créations, je crois, et vous êtes quand même un champion claudélien, puisque vous avez joué le livre de Christophe Colomb, Le Partage des Midis, et deux souliers intégraux, enfin à la paire. Et ça constitue un exploit d'autant plus extraordinaire que ce sont deux souliers quand même très différents. En 87, vous teniez 4 rôles. Vous occupiez 4 rôles. Je pense 4, 5, je ne sais plus. Moi j'ai noté l'Alférès, Rodina, l'Alférès, Osorio. Non, mais ça c'est la troisième journée. Osorio. La deuxième journée, il y avait un noble avec le vice-roi de Naples. Ah oui. Un colon, un sauvage qui mangeait des graines, qui jetait des graines à Pierre Vial, dans l'Amazonie, enfin bon, un tas de conneries. Et dans la troisième journée dans Rodila, donc secrétaire de Rodrigue, et la quatrième, le roi d'Espagne. Voilà. Et dans l'intégrale de Py, vous jouez Rodrigue et son frère. Oui, ça c'était une belle idée, je trouve. Ah. C'est une idée que j'ai trouvée, j'ai adoré tout de suite cette idée. C'est-à-dire que, et je n'avais pas compris ça à l'origine. C'est-à-dire que comme c'était Serge qui jouait le père jésuite au début, je n'avais pas identifié formellement le fait que c'était son frère. Et c'est déterminant. Alors l'idée d'en faire son frère jumeau, alors que moi j'ai un jumeau, c'était un fils très amusant. L'idée d'en faire son frère jumeau, je trouve que ça, comme le monologue du jésuite au début, c'est comme un rideau de théâtre. Il ouvre le rideau et il met en perspective la totalité de l'histoire. Et donc l'imprécation faite de lui un homme blessé, parce qu'une fois dans cette vie il a vu la figure d'un ange, c'est prophétique si on comprend bien que c'est le même. Et que dans la deuxième journée, quand il retrouve le morceau d'épave, qu'on comprenne de nouveau que c'est son frère, donc c'est lui-même, en quelque sorte, qui prophétiquement se voit dans l'avenir, en quelque sorte, se donne un destin. J'ai trouvé que c'était une idée merveilleuse. Est-ce qu'on peut dire que Rodrigue, il met 12 heures à comprendre ce qu'a déjà compris son frère dès le début? Ben évidemment. Rodrigue, il ne comprend rien. Non, mais c'est même ça qui est très intéressant. C'est la difficulté du rôle. Je dirais que c'est ça, au-delà de la durée. Et puis le fait que le rôle ne commence vraiment que dans la troisième, puis dans la quatrième journée. Puisque au début, c'est l'histoire de Prouaise. Mais ce qui est très intéressant, c'est la grande scène 13 qui clôture la fin de la troisième journée et qui dure 40 à 45 minutes, c'est une des plus longues scènes du répertoire. Ce qui est extraordinaire à jouer dans cette scène, c'est le fait qu'il ne comprend rien, mais rien du tout. Tout ce que peut lui dire Prouaise lui échappe totalement. Et alors cette scène de séparation définitive, en quelque sorte, est une scène bouleversante, pas seulement à cause de la séparation, mais à cause de l'incompréhension profonde, métaphysique, ontologique de Rodrigue face à Prouaise. Et il ne comprendra cette chose-là que tout à la fin. Dans la dernière scène, de la quatrième journée, avec le frère Léon. Voilà, oui.
à ce moment-là, il réalise ce qu'elle voulait dire. Mais il met toute une... Parce que, sous les étoiles. Et oui, c'est ça, sous le ciel étoilé. Oui. Bernard Sobel m'avait dit, quand je l'avais retrouvé en 2003, après qu'on ait joué les premières représentations du Soulier, je l'avais retrouvé à Gennevilliers, parce qu'on avait repris Don Juan, la mise en scène de Corsetti à Gennevilliers, et Bernard était venu s'asseoir à côté de moi, et il m'avait dit, alors comme ça, t'as joué la grande lessivieuse, vieux. Mais c'est vrai que c'est un peu la grande lessiveuse pour Rodrigue. Ben oui. Il est lessivé, au sens propre. Il est lessivé. Et c'est beau parce que quand à un moment, à la troisième journée, Rodrigue dit « j'ai horreur du passé, j'ai horreur du souvenir », en fin de compte, c'est un mensonge qu'il se fait à lui-même. C'est parce qu'il ne veut pas se souvenir de la séparation avec Prouez. Enfin, elle n'a pas encore eu lieu, mais il ne veut pas penser à ce qui les sépare. En fait. C'est juste avant d'arriver à Mogador qu'il dit ça. Il dit ça à Rodila. Mais en fin de compte, c'est qu'il ne peut pas envisager cette séparation. Il n'a jamais compris. Il ne la comprend pas dans la première scène avec le Chinois. Qu'est-ce qu'on appelle mourir si ce n'est de cesser d'être nécessaire, dit-il au Chinois. Mais il ne comprend pas ce qui les sépare. Il ne comprendra jamais. Il ne comprend qu'à la toute fin. Et ce lessivage, vous diriez que ça peut confirmer l'hypothèse d'Antoine Vitesse qui disait qu'en fait, Rodrigue va vers la sanctification? Il lui fallait tout ça pour s'alléger Moi, je ne suis pas certain. Enfin, il va vers la sanctification, il va vers une simplification. Est-ce qu'il devient un saint? J'en sais foutrement rien. Ce que j'ai compris aussi en jouant Rodrigue, c'est qu'en fin de compte, à la fin, il n'est pas si vieux que ça. Il n'est pas si vieux. C'est vrai que dans la version d'Antoine, Didier avait des longs cheveux blancs, tout ça, comme un vieillard. Mais si on regarde la chronologie des événements, il n'est pas si vieux que ça. C'est 20 ans après. Oui, il est abîmé. Il a perdu une jambe, il a voulu conquérir le monde, enfin voilà. Il a des rêves de catholicisme, enfin de catholicité plutôt que de catholicisme, de catholicité, donc d'universalisme. De totalité, oui. C'est ce qu'il représente au roi d'Espagne, voilà, dans la 4e journée, mais il n'est pas si vieux que ça. Simplement, il est lessivé, oui, il est brisé, il est rompu, et à ce moment-là, il peut accéder à une forme de compréhension. De sainteté, j'en sais pas. Il est vidé, comme il n'a plus rien, il peut comprendre. Voilà, il peut comprendre, il peut commencer à comprendre. C'est surtout, ce qui est déterminant, et bouleversant, c'est la grande scène entre Rodrigue et sa fille dans la 4e journée. Parce que là, il explique quelque chose, on voit qu'il commence à advenir une pensée qui n'est plus simplement une pensée reliée à des événements purement matériels. Tout à coup, il est relié à quelque chose de spirituel, à un niveau inouï. Enfin. Et là, on voit qu'ayant tout dépensé, en quelque sorte, de son capital humain, il accède à quelque chose. Il accède vraiment à quelque chose. Et que ça se confirme 2 scènes après. Enfin. Au fond, on peut se demander si la grande scène avec le roi d'Espagne à la fin de la 4e journée n'est pas une provocation supplémentaire pour accomplir un destin. Moi, je le crois toujours un peu comme ça. Un dernier baroud, quoi. Oui, c'est une provocation, parce qu'il sait très bien que le roi d'Espagne ne va pas lui donner la terre entière. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux la terre entière. J'ai toujours eu du mal à comprendre cette scène-là. Et puis quoi encore? Rien d'autre. C'est un peu une énigme pour moi, cette scène-là. Oui, c'est une scène énigmatique, parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, tu peux aller voir Macron et écoutez, ça ne va plus du tout chez vous, là, donnez-moi la terre entière, vous voyez, ça va être réglé. Bien, dans une récente conversation téléphonique, Philippe Gérard m'avait confié que vous étiez d'autant moins enclin à regarder les captations des spectacles dans lesquels vous aviez joué, que vous étiez un peu sujet aux fantômes. Vous m'avez dit que le travail de Pi a longtemps été peuplé de spectres un peu du Soulier de 87. Oui, c'était une découverte, je ne m'y attendais pas du tout. 15 ans après, je ne m'attendais pas.
ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à apprendre, à travailler le texte du soulier pour préparer les répétitions, je me suis aperçu que 15 ans après, j'avais dans ma mémoire dinosaurienne la totalité du spectacle. C'est-à-dire, chaque scène, je voyais les acteurs, j'entendais leur voix, leurs intonations, et j'ai mis un temps fou. Alors surtout en jouant Rodrigue, j'entendais dans mon oreille interne, j'entendais Didier parler, et c'était une schizophrénie très très encombrante. J'ai mis un temps fou à chasser les fantômes, pour être dans le présent avec mes partenaires, dans la réalité, quoi. C'était très troublant. C'est la première fois que ça me... Et qu'est-ce qui vous a aidé à vous déprogrammer comme ça? C'est la scénographie, ce sont les partenaires nouveaux, c'est la vous, réalité du jeu, il faut bien jouer, quoi. On ne peut pas être dicté, c'est pas possible, il faut bien jouer, on joue dans le présent, on ne joue pas dans le passé. Et c'était très troublant. Mais d'avoir une mémoire aussi absolument exacte de chaque voix, chaque intonation, chaque geste. Je jouais une scène avec un partenaire réel dans le temps présent et je voyais, dans ma tête, je voyais comment on la jouait 15 ans avant. Mais d'ailleurs, moi qui ai vu l'intégrale, c'était au Théâtre de la Ville que je suis venu. Peut-être. Il y a des moments où j'avais du mal. J'étais en stéréo. Oui, j'étais en stéréo. J'étais en stéréo. C'était très étrange très comme spectatrice. Mais il faut dire que je le connaissais un peu par cœur, l'autre aussi. Oui, on le connaissait forcément par cœur. Tellement dans l'oreille, Mais ça a été un tel... Alors moi, c'était pas grave en tant que spectatrice, mais en tant qu'acteur, oui, ça pour s'en... C'est-à-dire qu'il faut se dire que le Soulier de Satin de 87, c'était un tel bouleversement, c'était un tel événement quand même. On n'avait jamais fait ça. Et au fond, il y avait des gens qui n'y croyaient pas. Oh, beaucoup de gens qui n'y croyaient pas, même au sein de la maison. Au sein de la maison, il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient même pas que ce soit possible. Claudel, pendant 12 heures, personne. Ça n'avait aucun sens. Alors justement, Vitesse, en reprenant d'ailleurs, je crois, les consignes de Claudel, disait qu'il fallait monter cette affaire vite et mal. Ça, c'est Claudel. Claudel, c'était l'injonction de Claudel, il faut monter ça vite et mal, avec 3 bouts de ficelle, une malle. Du reste, Antoine rêvait de refaire une version de Soulier de Satin au théâtre de Poche, avec seulement une malle à costume. Pour approfondir l'idée de la théâtralité dans le théâtre, enfin, voilà. Et au fond, chez Olivier, c'était pareil. Alors voilà, si vous aviez une formule un peu équivalente pour la version de Pipe, est-ce que vous diriez, est-ce que vous appliqueriez la même formule? Oui. C'est tout le temps la même idée, et ça, Olivier, il est parfaitement d'accord. De reste, Olivier, c'est une de ses injonctions, elle est totalement claudélienne, et elle est perpétuelle depuis que je le connais. Il faut jouer vite et mal. Souvent, c'est pas bien. mais c'est perpétuel. Donc, pour Claudel, il n'a pas dérogé à cette histoire-là, non. Et d'autant plus que, alors, ça prend plus de temps de changer les décors, mais en même temps, on changeait le décor tout le temps. Enfin, dire que ça allait très vite, en fin de compte, dans la version de Pierre-André Weiss et d'Olivier Py. Ça allait très vite. Et c'était la même durée, du reste, parce que je me souviens que quand on a joué à Strasbourg, comme on dépassait, en commençant à 13h, on dépassait les heures réglementaires, donc il avait fallu, Olivier, alors que je lui disais depuis le début, puisque connaissant la version d'Antoine, il ne voyait pas tellement de raison pour laquelle le Soulier de Satin d'Antoine ferait 10 heures, plus les entractes, ça fait 12 heures, et celui d'Olivier Py ne ferait que 8 heures, ça n'aurait aucun sens. Non. Ça n'aurait aucun sens. Et du coup, on a été obligé de couper 1h30 quand on a repris à Strasbourg, parce qu'effectivement, il fallait s'arrêter à minuit, sinon on payait double les techniciens, ce qui n'était pas possible. Et ça m'avait rendu furieux, parce que ça faisait des mois que je disais, ça ne peut pas durer 8 heures, c'est impossible, c'est mathématique. On joue les mêmes scènes, elles ont la même durée, on les joue aussi vite qu'avec Antoine, sauf qu'en plus il y a des changements de décor, donc c'est mathématiquement impossible.
Ça m'avait rendu furieux. Mais le vite et mal, il y a aussi, pendant les répétitions, il y avait les répétitions aussi, c'est-à-dire que c'était très étrange, les répétitions avec Antoine, en tout cas on répétait partout dans le Chaillot. On répétait tout le temps partout. Mais avec Olivier, c'est pareil, parce qu'on avait les mêmes temps de répétition. Oui, voilà, c'est ça. Quand on n'a que 4 mois de répétition pour monter un truc comme ça, on ne peut pas se permettre de prendre des heures. Mais non. On répète, Antoine l'avait fait, avec Olivier on a fait pareil, on répète les scènes cadres, c'est-à-dire les scènes des protagonistes, et puis on rajoute les scènes autour en vite et mal. On fait de la mise en place, quoi, mais Antoine il a fait ça aussi. Et puis entre nous, on répète les scènes voilà, pour les remettre ensuite bout à bout au premier filage. Le premier filage qui, avec Antoine, n'avait jamais eu lieu. On avait fait une sorte de monstre à Chaillot, mais qui avait... Ben, c'était avant d'aller à Avignon. Oui, c'était avant de partir à Avignon. Avec les orages, on n'a jamais pu faire un filage. Donc le premier filage, c'était la première représentation. Tout simplement. Alors justement, la version d'Olivier Py n'est jamais une version qui a été proposée en plusieurs fois. Elle est toujours servie en intégrale. Non, pas parce que d'accord. La différence avec la version de 87, c'est qu'avec Antoine, on jouait première, deuxième journée, troisième, puis quatrième. Donc on jouait en 3 jours. Puis intégrale. Et puis intégrale. Alors qu'avec Olivier Py, on faisait première, deuxième journée, troisième, quatrième, première, deuxième journée, troisième, quatrième, et puis 2 intégrales de suite. Le samedi et le dimanche. Je peux te dire que quand tu arrives le dimanche matin à 10h, après avoir fait ton intégrale la veille, tu es un peu lessivé. Toi aussi. Ah oui. Comme Rodrigue. Comme Rodrigue. Tu es un peu à la ramasse. Tu te dis, putain, le tunnel de la Pissan. Je me souviens de Sermon que je retrouvais à 10h du matin sur son grabat. Je n'y arriverai pas. Et moi, je me demandais comment j'allais tenir. Jusqu'au soir à minuit. Oui, c'est dur ça. Oh la vache. Ah non, mais c'est un épuisement. J'ai perdu 8 kilos à jouer le soulier de satin. Didier n'avait pas grossi non Il n'avait pas plus. grossi. Et c'est vrai que ça me mettait de mauvaise humeur, mais j'ai compris, parce que moi aussi, par moments, j'étais de très mauvaise humeur. Ça me rendait paranoïaque. Le moindre détail qui ne fonctionnait pas, la moindre faute, tout ça me rendait fou. Oui, et c'est vrai qu'il était très irritable, Didier, mais je et on comprends, n'avait pas vraiment saisi pourquoi à l'époque. C'est une telle fatigue. Ah oui, mais c'est une telle fatigue mentale, nerveuse. Avec la fatigue, se souvenir de toutes les scènes, et Dieu sait si, quand même, il y a des scènes très longues. Ben oui. Moi, je me souviens qu'avant d'entrer à chaque scène, je me disais les premiers mots pour être sûr que j'étais bien. C'est la bonne scène. Non, mais c'est vrai que c'est un tunnel. Ah oui, ça. J'ai quand même joué des rôles très longs, enfin, mais celui-là, enfin, c'est quelque chose. Quoi. C'est un gros morceau. Pour finir, est-ce que vous pourriez nous citer une scène du Soulier qui soit particulièrement, entre guillemets, réussie dans la version de Vitesse et une autre dans la version de Py? Il y en a de très différentes d'une version à l'autre. Oui. Je pense à l'ombre double, ou des scènes vraiment profondément différentes. Est-ce que cette traversée, cette espèce de vision... Différente, le texte est le même. Après, la façon de les aborder, oui, mais... Je sais pas. Non, je sais pas dire ça. Je sais pas quantifier ce genre de choses. Moi, je pense toujours à cette fameuse scène 13, la séparation de Rodrigue et de Prouez. Alors, dans la version d'Antoine, avec les bateaux, la flotte et les généraux mélangés. Oui, c'était très beau. Dans la nuit, c'était sublime. Mais, comment dire, dans la première version de 2003 d'Olivier, il avait voulu, il s'était un peu trompé du reste, il a corrigé en 2009, il avait voulu monter cette scène 13 comme un
un morceau d'opéra, enfin comme Tristan et Isolde, quoi. Et c'était une erreur, parce que il manquait en quelque sorte dans sa mise en scène des marches d'escalier. Il y a des marches d'escalier pour jouer la séparation. Et il faut bien la jouer, parce que si on ne la joue pas, on ne comprend pas ce qui se passe entre les deux. Cette incompréhension et cette séparation, c'est parce qu'il y a incompréhension qu'il y a séparation. C'est pas parce qu'elle a envie de mourir qu'elle se sépare de lui. Bien sûr. Donc il faut bien le mettre en scène. Et en 2009, il a fini par le mettre en scène, ce qui fait que pour nous, c'était quand même beaucoup plus facile de jouer parce que c'était concret. Alors c'était différent parce que le Milan n'est pas Jeanne, Balibar, voilà, et que les présupposés étaient différents. Mais les deux scènes, pour moi, étaient très belles. Enfin, j'avais beaucoup de plaisir à jouer ça. C'est tellement un tel engagement. Enfin. C'est un engagement total. Enfin, dire que tu ne peux pas jouer ça en demi-mesure. Hein. C'est pas possible. De toute façon, tu ne peux pas jouer Claudel en demi-mesure. Si tu joues du bout des lèvres, il vaut mieux aller jouer autre chose. Enfin, de toute façon, tu ne le peux pas physiquement. Mais tu peux pas. J'ai l'impression qu'on ne le peut pas physiquement avec... C'est ça qui est merveilleux il y a un souffle, des auteurs comme ça. C'est-à-dire qu'il faut se donner à 100%. Enfin, c'est comme Shakespeare. Si tu joues ça du bout des lèvres, tu fais du théâtre bourgeois, mais tu ne joues pas du Shakespeare. C'est tout simple. Si tu veux faire du théâtre bourgeois, va faire du théâtre bourgeois. Enfin, il y en a plein du théâtre bourgeois. Et même Ibsen, il a des périodes différentes. Enfin, tu ne peux pas jouer Brandt ou Pergune comme du théâtre bourgeois. C'est pas possible, c'est des poèmes dramatiques. Alors qu'il a écrit du théâtre bourgeois, Maison de poupée, c'est du théâtre bourgeois, effectivement, mais c'est la période bourgeoise d'Ibsen. Comme Claudel, dans les versions ultérieures de Partage de Midi, la version de 1943, c'est du théâtre bourgeois. Alors que la version de 1906 n'en est pas. Dans l'échange aussi. Et l'échange, pareil. Les versions ultérieures deviennent du théâtre bourgeois. Mais ça ne se joue pas pareil. Ça ne se joue pas pareil, ça ne demande pas le même engagement. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais c'est vrai que le Soulier de satin, pour moi, de 87, ça a été déterminant. Enfin. Ça a été à la fois une expérience presque traumatisante. Enfin, j'étais un jeune acteur, j'avais 29 ans, donc j'étais pas si jeune, mais j'étais un jeune acteur. Et de jouer avec des acteurs incroyables qui avaient dans cette distribution, on apprend vite, hein, sinon on tombe. Sinon on s'effondre. Mais ça m'a permis, après, effectivement, de continuer. Enfin, la passion claudélienne ne m'a jamais quitté. Enfin, moi, après le partage de midi avec Alain Olivier, c'était un moment extraordinaire. Enfin, quelle pièce invraisemblable. Jouer à Malric, c'était sublime. C'était sublime. De Christophe Colomb. Avec Olivier, on avait fait aussi Jeanne Boucher. On avait ouvert le festival d'Édimbourg avec Jeanne Boucher pour la BBC, avec le Royal, l'orchestre d'Écosse. C'était magnifique de faire ça, je suis dit. Parce que c'est un mini soulier de satin encore. Ah oui, c'est étrange. Parce que dans la version, généralement, on a frère Dominique et puis Jeanne, et puis on oublie les chœurs. Il y a juste les enfants qui chantent. Mais là, Olivier avait fait ça, chaque acteur de la distribution de ce satin avait un rôle. D'accord. Et du coup, tu vois qu'il raconte l'histoire de Jeanne exactement comme il raconte le soulier de satin. Simplement, c'est une réduction. Et là, c'est Jeanne qui est l'héroïne et c'est pas Rodrigue. C'est génial. Et ça prend un sens, ça prend une dimension absolument incroyable. C'était merveilleux de faire ça. Vraiment une très belle expérience. J'aurais aimé jouer les chants, j'aurais aimé faire ça. Je peux encore faire Thomas Pollard. Mais oui. Mais bon, il faut encore qu'il y ait des gens qui ont envie de monter du Claudel. C'est tellement difficile d'être satisfait déjà quand tu joues. Tu n'es jamais content. Moi, je ne suis jamais content. Jamais été content. J'adore ça, mais je sais que je suis jamais content. Il faudrait tout refaire à chaque fois.
tout recommencer. C'était pas mal, mais il faudrait tout reprendre à zéro et refaire tout à zéro. 12 heures, on reprend. Ah ben oui, si je devais rejouer Rodrigue, il y a des choses en traversant un rôle. En 2003 et ensuite 6 ans après, en 2009, il y a des choses que petit à petit on comprend mieux et on se dit ah non, j'aurais pas dû faire comme ça. Ça serait mieux si je faisais comme ça. Ah oui, non mais ça. Alors, mais ça vaut pour tous les rôles. Ça je comprends bien. Oui. C'est aussi pour ça, déjà au-delà du fait qu'aucun acteur, à ma connaissance, n'aime se regarder dans une captation, parce que les captations, en plus, c'est pas le théâtre, c'est non, je suis bien d'accord. C'est très difficile de se regarder jouer, c'est très pénible. Mais au-delà de ça, c'est juste, ça m'est arrivé une fois, on m'a obligé d'aller voir une captation, moins parce que c'était une diffusion en public de la vidéo. Ah, j'ai souffert, le marquis. J'avais envie de vomir toutes les 5 minutes. Je me dis, quel acteur épouvantable, mais qu'est-ce que c'est mauvais. Mais comment les gens ne se lèvent pas en partant. J'avais envie de hurler, en disant arrêtez, le roi est nu, c'est nul. Ah ouais. Parce que ce qui me gêne beaucoup parfois dans les captations, c'est qu'ils font des plans de coupe, ils font des gros plans. Enfin, en même temps, c'est bien, parce que sinon, quand tu as que la caméra, tout le temps, c'est pas possible. C'est insoutenable. Mais parfois, les gros plans sont au détriment de l'action. On filme un visage, alors qu'il faudrait voir le rapport. Tu vois. Ce qui est bien dans la mise en scène d'Electre, filmée par, comment s'appelait-il ? Santiago. Hugo. Voilà, Hugo Santiago. C'est qu'en fin de compte, c'est un découpage de cinéma. On ne filme pas que les visages, mais on filme les rapports. Oui, mais Hugo l'avait tourné en dehors. Mais Oui, en dehors, ce n'était pas une représentation, il avait vraiment fait du cinéma. C'est ce qu'Antoine appelait un film de théâtre. C'est ça. C'est encore autre chose. Mais comme Sobel a fait avec plusieurs choses. Sobel a fait plusieurs films de théâtre. Mais oui. Et c'est un film de théâtre, oui, c'est ça. Mais c'est très particulier. Et même le Galilée est très beau. Hein. Le Galilée est très très réussi. Ça passe, hein. Il y a ces perspectives comme ça de profondeur de champ. Ça c'est pareil, oui, ils l'ont fait en dehors. C'est pas une captation pendant la présentation. Hugo l'a fait en dehors. Les captations d'Olivier, elles sont très... les gars qui les ont faites sont des gens très 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 bien. Ah oui. Vraiment, ils sont... Ah oui, non, illusion. Donc ils l'ont fait vraiment... avec beaucoup d'intelligence, en direct. Les illusions, c'est remarquablement filmé. Ils ont fait un repérage, c'est qu'ils ont vu les représentations avant. Et à chaque fois, ils mettaient 6, 7 caméras, et ils faisaient dans le camion régie le montage en direct. Ils ont fait ça pour le soulier, ils ont fait ça pour l'Orestie, ils ont fait ça pour toutes les pièces qu'ils ont filmées. Et ils le font très bien. Mais souvent, c'est vrai qu'on filme un gros plan, il faudrait filmer le rapport. Le rapport est plus intéressant que le gros plan. Le gros plan, on s'en fout un peu. Au théâtre, on ne voit pas les gros plans, ça n'existe pas. Ah ben, oui, c'est le plaisir de voir une pièce et puis après de la revoir quand même à la captation. C'est ce que disent les gens qui ont vu le Soulier quand même. Qui ont vu le Soulier à Avignon ou à Chaillot et qui disent que le DVD, c'est quand même un vrai plaisir. Parce qu'ils ont quand même une mémoire affective. C'est ça, il y a une mémoire affective que tu relis à ce que tu es en train de regarder. Tu as des souvenirs, même moi j'ai des souvenirs olfactifs. Oui, moi aussi. L'odeur de la cour. Oui, et de température sur la peau. Oui, exactement. Ah oui, tout à fait. C'est tout à fait relié à ça, oui. Oui, quand j'attendais avant de jouer la bouchère, je me souviens exactement où j'attendais et il recommençait, il faisait jour. Il commençait à faire jour. Il faisait, je me souviens de la température. Les martinets commençaient à crier, le soleil commençait à descendre le long du mur. Et le miracle du rayon sur la proue. Et puis, au moment où on dit l'intégrale sous la pluie. Délivrance aux âmes captives. C'était pas mal non plus, l'intégrale sous la pluie. La sacrée rodéo, ça, putain. On glissait sur la toile cirée bleue. Ah
Ça n'existe pas, c'est un acteur claudélien. Claudel disait il n'y avait pas besoin d'être claudélien pour jouer du Claudel, donc ça n'existe pas, un acteur claudélien. Après, il y a des acteurs qui sont capables ou non d'assumer la contrainte du vers claudélien. Mais c'était ça ma question. Dans le Soulier de satin, comme c'est une œuvre complète, c'est l'opus mirandum, il mélange les styles. Donc il y a des moments où il faut respecter le vers, et des moments où on ne peut pas le faire. Ça n'a aucun sens. Oui, donc autant dans le partage de midi ou dans l'échange première version, c'est absolument indispensable, sinon on ne comprend rien à l'œuvre. Dans les versions ultérieures, c'est beaucoup moins marqué. Mais dans le Soulier de satin, comme il mélange les styles, il y a tous les styles de théâtre possibles, du théâtre bourgeois, du théâtre épique, du théâtre dramatique, il y a tous les styles. Et donc, être claudélien, c'est assumer les différences de style, mais être acteur, c'est ça. Être acteur, ou alors je n'y comprends rien, mais peut-être que je n'y ai jamais rien compris, c'est s'amuser à essayer d'inventer du jeu avec des styles. Et des styles chaque fois différents, parce que chaque auteur a son style. Et donc il faut inventer du jeu par rapport au style de l'auteur. Et pas faire comme si tous les styles se ressemblaient, comme si un poème en alexandrin était la même chose qu'un Tchekhov. Tu vois, c'est ce qu'on fait un peu actuellement. Mais moi je suis un vieux con, donc je dis le théâtre c'est le style. D'accord. Comme la musique. Donc, on revient à la musique. Parce que... Alors, deuxième question que je vais éventuellement aborder avec toi, c'est un peu ce que tu évoquais d'ailleurs dans notre conversation téléphonique l'autre fois, ce côté un peu fantomal, quoi. Enfin, c'est quoi de jouer une pièce une deuxième fois et avoir la première dans l'oreille, quoi. Comment tu t'en es démerdé, quoi. Voilà. Enfin, ça m'est pas arrivé souvent, quand même. Exactement. C'est pour ça que ça vaut le coup de s'interroger là-dessus. Je l'ai eu 2 fois dans ma vie. Mais c'était différent parce que l'autre fois, c'était la famille Schroffenstein de Kleist, qui avait mis en scène Éloi, absolument. Et que j'ai rejoué avec Braunschweig au TNS. Ah oui, exact. Dans le même rôle. Et toujours la traduction d'Éloi. Toujours la traduction d'Éloi. Dans le même rôle. Dans le même rôle. Alors là, c'était différent. Voilà. C'est-à-dire que j'avais dans la tête, moi, jouant dans la version antérieure, et puis ce qu'on me demandait de faire dans la version postérieure. Alors que dans le Soulier de satin, évidemment, c'était pas la même chose, puisque j'avais dans l'oreille les acteurs de la version d'Antoine, 15 ans après, quand je jouais les scènes avec mes partenaires. Donc je superposais de manière schizophrénique toutes les voix. C'était quand même et alors la troisième question, éventuellement, c'est comment comment on déterminerait le soulier, l'entrée du soulier par Antoine Vitesse et l'entrée du soulier par Olivier Py, quoi. Voilà, en gros. C'est toi qui as traversé les deux. C'est-à-dire quel est le code d'accès au texte et comment ça se déploie en 87 à Avignon et comment ça se déploie en 2003 puis 2009. D'abord au CDN d'Orléans et puis à l'Odéon. Peut-être en utilisant une scène, peut-être. En utilisant une scène, peut-être. En disant, voilà, une scène particulièrement vitésienne et une scène particulièrement... je sais pas. Tu vois ce que je veux dire, comment... Voilà. Parce que l'idée... Alors, l'idée, on va peut-être démarrer là. Bon. C'est pour des participants un peu divers et variés, tout ça, de toute façon, les inscrits au séminaire. Oui, l'idée c'est de... Il y a des profs, il y a des étudiants, il y a des profs, il y a des étudiants, il y a des responsables de relations publiques de théâtre, et puis il y a des amateurs de théâtre, quoi, au sens large, quoi, tu vois. Et l'idée, c'est de démarrer quand même sur la sortie de ce DVD, quoi. Oui, tu vois, en juillet. Et c'est que ce qui est très étonnant, enfin, c'est que les deux versions du soulier, en fin de compte, ne mettent en scène que le théâtre. Oui. La version d'Antoine, c'est une version de Tréteau, et la version d'Olivier, c'est aussi une version de Tréteau, parce que simplement, dans la version d'Antoine, il y a un plateau nu, et puis les acteurs rentrent avec un accessoire, et donc font le théâtre avec un accessoire, c'est tout, il n'y a rien, que les acteurs. Les acteurs et le texte, effectivement. Ça, c'est la pensée d'Antoine majeure, c'est-à-dire l'acteur est au centre. Voilà. L'acteur est au centre, donc
il y a un plateau nu, l'acteur rentre avec son accessoire, il joue sa scène, il invente le monde avec rien. Bon. Dans le théâtre d'Olivier Py, dans la scénographie de Pierre-André Valls, on met en scène le théâtre, puisque on fait des changements de décor à vue, et les décors à vue sont marqués comme si, sur les panneaux, on avait cour, jardin, on a tout. C'est-à-dire que on voit l'envers du décor tout le temps. On voit le décor, l'envers du décor, le changement de décor, et chaque acteur, au lieu d'amener seulement son accessoire, il amène le décor pour jouer sa scène. Donc c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même idée. C'est toujours de mettre en scène le théâtre, parce que l'idée de Claudel, c'est de mettre en scène le théâtre. Oui, le monde est un théâtre. C'est ce qu'il dit au début, oui, un petit peu. Donc on met en scène le monde comme un théâtre. Et donc dans les deux versions, alors, il y a une version, les deux versions sont des versions de tréteaux, en fin de compte. Simplement, dans un, il y a une économie minimaliste, en quelque sorte. On amène son accessoire pour jouer sa scène et on invente le monde. Et dans l'autre, on amène le décor pour jouer la scène. Mais ça marche aussi, hein. Ça marche très bien. D'accord. Mais c'est intéressant parce que de toute façon, les deux, c'est Olivier ou Antoine, n'aimaient mettre en scène que le théâtre. C'est-à-dire le théâtre en soi. Le théâtre comme phénomène en soi.